Ce matin, les déclarations du président américain ont de nouveau fait la une de l'actualité. Relatant son interview avec Trump, la journaliste Maria Bartiromo a déclaré que celui-ci considérait que la guerre avec l'Iran était terminée. Je viens tout juste de quitter le président. Aujourd'hui, c'était une très bonne interview. Il a beaucoup parlé de l'économie, de la guerre avec l'Iran, de l'OTAN. Une chose à retenir, je lui ai dit « Monsieur le Président, vous parlez de cette guerre comme si c'était du passé. Est-ce que c'est terminé ?» Il m'a répondu « C'est terminé ». Merci d'être parmi nous aujourd'hui, mon frère. Merci infiniment. Je te remercie d'être arrivé ici. Je te prie de prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car il y a des choses dont tu dois savoir. Merci. La Chine confirme sa volonté de poursuivre une coopération étroite et de développer des projets communs avec la Russie. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant chinois lors de sa rencontre avec Sergueï Lavrov. Il a également souligné l'importance du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération qui fête ses 25 ans cette année. Ces dernières années, le président Poutine et moi-même avons conduit, avec une vision stratégique, les relations sino-russes de partenariat global et d'interaction stratégique vers une dynamique de croissance. La coopération dans divers domaines porte ses fruits. Dans un contexte international en constante évolution, la stabilité et la prévisibilité des relations sino-russes sont plus précieuses que jamais. Le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération, par sa vitalité inépuisable et sa force d'exemple, revêt une importance croissante. Au menu de ce déplacement, tout un florilège de questions portant sur les nouvelles réalités politiques et économiques. Le ministre a notamment mis l'accent sur les turbulences sur les marchés énergétiques mondiaux provoquées par le conflit au Moyen-Orient. Il a réitéré que les expéditions punitives américano-israéliennes qui déstabilisent l'économie mondiale n'auraient aucun impact sur la Russie et la Chine. Selon lui, Moscou est prêt à venir en aide à Pékin et à d'autres pays en leur fournissant ses ressources énergétiques. La Russie peut bien sûr compenser le manque de ressources apparu aussi bien en République populaire de Chine que dans d'autres pays intéressés par une coopération avec nous sur une base d'égalité de droits et d'avantages mutuels. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, en Europe, après le déclenchement de cette crise, à la suite de l'agression non provoquée des États-Unis et d'Israël contre la République islamique d'Iran, des responsables et officiels en appellent déjà à la Commission européenne pour qu'elle fasse preuve de clémence à l'égard de la souveraineté nationale des États membres et reporte ses projets de fermeture complète du robinet. Pour parler de manière imagée, il commence à comprendre que si l'Europe se libère de la dépendance au pétrole et au gaz russe, elle risque automatiquement de se retrouver sous la coupe énergétique d'une autre grande puissance. Et cette autre grande puissance n'attend que cela. Le dossier des tensions continues entre la Russie et l'Occident n'a pas été oublié. Le chef de la diplomatie russe a attiré l'attention sur les plans des États-Unis visant à déléguer la dissuasion de la Russie aux Européens pour permettre à Washington de se concentrer sur la confrontation avec la Chine. Les Américains favorisent par tous les moyens le processus de militarisation de l'Europe et cherchent à se décharger de la responsabilité de la sécurité du vieux continent. Ils veulent que tout ce qu'ils ont commis en déclenchant la guerre contre la Russie par l'intermédiaire du régime ukrainien, illégalement porté au pouvoir par l'Occident il y a 12 ans, que toutes les conséquences de cette aventure, l'Europe les prenne en charge et que ces conséquences ne grèvent plus le trésor américain. Cela est dit clairement. Les États-Unis cherchent ainsi à transférer à l'Europe la responsabilité principale de contenir la Russie pour avoir les mains libres, disons-le franchement, sur le front chinois. Ils ne s'en cachent pas. Lors de la conférence de presse clôturant sa visite, Sergueï Lavrov a confirmé que les relations russo-chinoises jouent un rôle de plus en plus important dans un contexte international instable. Selon lui, le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine au cours du premier semestre 2026. Le plan repose sur une montée en puissance industrielle, le financement massif d'entreprises ukrainiennes ou conjointes installées directement sur le sol européen pour produire des drones et leurs composants. Selon les données du ministère russe de la Défense, des filiales d'entreprises ukrainiennes opèrent désormais dans plusieurs pays. Ainsi, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la République tchèque et plusieurs autres pays deviennent, selon Moscou, des cibles légitimes potentielles. Ce matin, les déclarations du président américain ont de nouveau fait la une de l'actualité. Relatant son interview avec Trump, la journaliste Maria Bartiromo a déclaré que celui-ci considérait que la guerre avec l'Iran était terminée. Je viens tout juste de quitter le président. Aujourd'hui, c'était une très bonne interview. Il a beaucoup parlé de l'économie, de la guerre avec l'Iran, de l'OTAN. Une chose à retenir, je lui ai dit « Monsieur le Président, vous parlez de cette guerre comme si c'était du passé. Est-ce que c'est terminé ?»
Il m'a répondu « c'est terminé ». Mais il s'avère en fait que la guerre n'est pas terminée et que Trump ne l'a pas annoncé. Ce que le président américain a réellement déclaré, c'est que tout dépendrait de l'issue des négociations. Le président a laissé entendre que les États-Unis pourraient se retirer des négociations et intensifier les attaques si aucun accord n'était conclu. Je pense qu'elle est proche de sa fin, oui. Je veux dire que je la considère comme très proche de sa fin. Si je me retirais maintenant, il leur faudrait 20 ans pour reconstruire. Mais nous n'en sommes pas là, nous verrons. Je crois qu'ils veulent conclure un accord et ils le veulent vraiment. Cette attitude positive a été confirmée par un autre journaliste, Jonathan Karl, de la chaîne ABC. Il a indiqué que Trump avait déclaré ne pas envisager de prolonger la trêve avec la République islamique, car il ne pensait pas que cela soit nécessaire. Le président Trump m'a dit aujourd'hui qu'il n'envisageait pas de prolonger le cessez-le-feu. Il ne pense pas que ce sera nécessaire. Je pense que vous allez assister à 2 jours extraordinaires, a-t-il déclaré. J'en suis convaincu. J'ai demandé si la guerre prendrait fin avec un accord ou si l'on se contente de dire « voilà, nous avons neutralisé leurs capacités et c'est tout ». Trump. Les 2 issues sont possibles, mais je pense qu'un accord est préférable, car ils pourront alors se reconstruire. Leur régime a vraiment changé. Quoi qu'il arrive, nous avons éliminé les radicaux, ils sont partis, ils ne sont plus parmi nous. L'optimisme de l'administration américaine ne s'arrête pas là. Les États-Unis tentent également de conclure un accord majeur avec l'Iran qui prévoit de facto une normalisation des relations économiques. C'est ce qu'a déclaré le vice-président américain J.D. Vance. Le président ne veut pas un petit accord. Il veut conclure un accord d'envergure. Ce qu'il propose à l'Iran est très simple. Et franchement, c'est quelque chose qu'aucun président, je pense, n'a été en mesure de proposer. Il a dit « Si vous êtes prêts à vous comporter comme un pays normal, nous sommes prêts à vous traiter économiquement comme un pays normal. » Il ne veut pas d'un petit accord. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, nous avons fait d'énormes progrès au Pakistan. Mais si l'accord n'est pas encore finalisé, c'est parce que le président veut vraiment un accord où l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, où l'Iran n'est pas un État sponsor du terrorisme, mais aussi où le peuple iranien peut prospérer et s'épanouir et intégrer l'économie mondiale. Pourtant, de l'autre côté de la table des négociations, le ton reste tendu. Le ministère iranien des Affaires étrangères n'a confirmé aucun accord avec les États-Unis et a même souligné au contraire que les positions exprimées par les États-Unis lors du premier cycle de négociations à Islamabad étaient déraisonnables et éloignées de la réalité. Dans toute négociation, dans tout dialogue, il est naturel que les parties échangent leurs points de vue. À Islamabad, les positions de la partie américaine ont été présentées. De notre côté, nous avons également fait valoir nos positions sur les questions et les préoccupations qu'ils ont soulevées. Qu'une partie, les États-Unis, cherche à nous soumettre un paquet et s'attendent à ce que l'Iran l'accepte tel quel, sans modification, est évidemment irréaliste et ils le savent. Cela va en outre à l'encontre de la logique même des négociations et du dialogue. La Russie et la Chine expriment également leur inquiétude et appellent les parties à adopter une approche raisonnable et mesurée. Le Moyen-Orient et la région du Golfe Persique où se produisent les développements les plus suivis au monde constituent évidemment un nœud de crise qui sera très difficile à dénouer. À mon avis, les tentatives actuelles de le trancher, juste comme ça, n'aboutiront guère à un résultat. La tâche urgente consiste à tout mettre en œuvre pour empêcher la reprise des hostilités, maintenir la dynamique du cessez-le-feu durement obtenu et privilégier un règlement des différends par des moyens politiques et diplomatiques. Téhéran a annoncé l'arrivée d'une délégation pakistanaise en Iran. Les États-Unis ont également confirmé qu'ils entretenaient des contacts avec l'Iran par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais. Malgré les tentatives visant à parvenir à un cessez-le-feu complet, les résultats indiquent plutôt pour l'instant que les tensions persistent. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, aucune prolongation du cessez-le-feu de 2 semaines n'est prévue, ce qui signifie qu'il reste peu de temps pour prendre les meilleures décisions possibles en vue de résoudre le conflit. C'est un véritable mur d'acier qui s'est dressé devant les côtes iraniennes. Le commandement central américain a annoncé le blocage complet des flux maritimes vers les ports de la République islamique, une mesure qui frappe au cœur d'une économie dépendante à 90% du commerce maritime. Au cours des premières 24 heures, aucun navire n'a réussi à franchir le blocus américain et 6 navires marchands ont obtempéré aux instructions des forces américaines en faisant demi-tour pour regagner un port iranien dans le golfe d'Oman. Le blocus est appliqué de manière impartiale à l'encontre des navires battant pavillon de tout pays entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens, y compris tous les ports iraniens du golfe d'Arabie et du golfe d'Oman.
Cette version est toutefois contestée par Téhéran. Des médias iraniens rapportent en effet que plusieurs navires auraient réussi à défier le dispositif américain dans le détroit. Parmi eux, un superpétrolier transportant près de 2 millions de barils de pétrole aurait franchi la zone sans être intercepté. Un second navire iranien chargé de denrées alimentaires aurait également traversé le détroit et poursuivi sa route vers un port du sud-ouest du pays. Malgré les affirmations américaines selon lesquelles il contrôlerait entièrement la zone, les données de navigation indiquent que le transit dans le détroit d'Ormuz se poursuit. Les 24 premières heures du blocus américain contre les navires faisant escale dans les ports iraniens n'ont que très peu affecté le trafic dans le détroit d'Ormuz mardi. Au moins 8 navires, dont 3 pétroliers liés à l'Iran, ont traversé le détroit, selon les données maritimes. En dépit des déclarations fermes du CENTCOM américain, l'efficacité réelle du blocus reste à ce stade sujette à caution. De son côté, le Pentagone nuance la portée de l'opération, indiquant que le blocus cible spécifiquement les ports iraniens et non la navigation internationale dans le détroit d'Ormuz. Entre affirmations américaines et contestations iraniennes, la situation demeure floue, tandis que le trafic dans le détroit d'Ormuz semble se poursuivre. Une incertitude qui pourrait rapidement évoluer au rythme des tensions croissantes dans la région. Elle ne veut pas de la France dans ses négociations avec le Liban. L'ambassadeur de l'État hébreu aux États-Unis l'a bien fait entendre. Nous ne voulons certainement pas que les Français aient quelque chose à voir avec ces négociations. Nous aimerions tenir les Français aussi loin que possible de presque tout et particulièrement des négociations de paix. Leur présence n'est pas nécessaire. Ils n'exercent aucune influence positive, en particulier au Liban. Il faut dire que la France s'est montrée un peu moins conciliante envers Israël dans sa guerre contre le Liban que lors de celle menée à Gaza, que beaucoup qualifient de génocide. Paris insiste pour que le front libanais soit inclus dans l'accord de cessez-le-feu conclu par les États-Unis et l'Iran, ce que refuse toujours Tel Aviv. Paris avait aussi jugé intolérable les frappes israéliennes sur le pays du Cèdre le 8 avril et qui ont fait plus de 350 morts et plus de 1200 blessés. La France condamne avec fermeté le gouvernement israélien et la politique qu'il mène chaque fois qu'elle contrevient au droit international et qu'ainsi elle hypothèque la sécurité du peuple israélien. Et ça a été le cas, vous l'avez rappelé, le 8 avril dernier lorsque le Liban a été ensanglanté par des frappes massives qui à Beyrouth et dans d'autres villes du pays, en moins de 10 minutes, ont fait plus de 300 morts qui s'ajoutent aux 1500 morts depuis le début de la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, auxquels s'ajoutent des destructions d'infrastructures, des destructions de villages et le risque d'une occupation prolongée du pays. C'est dans ce contexte que s'est tenu ce mercredi un nouveau conseil de défense présidé par le locataire de l'Élysée. Conseil qui se tient 2 jours avant une réunion par visioconférence des pays non belligérants prêts à participer à une mission pour restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Une mission à visée purement défensive, dit-on, une fois la situation tranquillisée et distincte de celle menée par les États-Unis. Une nouvelle coalition des volontaires se prépare donc après celle sur l'Ukraine. On devrait prendre les mêmes et recommencer, cette fois, face à l'Iran. Il est tout aussi important que soit rouvert le détroit d'Ormuz, de manière inconditionnelle, sans contrôle ni péage, dans les plus brefs délais. À ces conditions, les négociations devraient pouvoir reprendre rapidement, avec le soutien des principales parties prenantes. La France et le Royaume-Uni accueilleront par ailleurs ce vendredi à Paris une conférence qui réunira en visioconférence des pays non belligérants prêts à contribuer à nos côtés à une mission multilatérale et purement défensive, destinée à restaurer la liberté de navigation dans le détroit lorsque les conditions de sécurité le permettront. L'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz par lequel transite un quart du pétrole mondial en réponse à la guerre déclenchée fin février par les États-Unis et Israël. Après l'annonce d'une trêve, puis l'échec des pourparlers américano-iraniens ce week-end, Donald Trump, le président américain, a annoncé un blocus sur les ports d'Iran en vigueur depuis ce lundi. La situation, vous l'aurez compris, reste toujours extrêmement tendue. Polémique.
Ce texte, porté par la députée Caroline Yadan, apparentée au groupe Ensemble pour la République et élue dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui inclut notamment Israël, vise à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Concrètement, il prévoit de renforcer la répression de la provocation et de l'apologie du terrorisme. Il crée surtout un nouveau délit, l'appel à la destruction d'un État, puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Depuis plusieurs semaines, ce projet suscite une vive polémique. Il a provoqué une levée de boucliers de la part de la gauche parlementaire, des organisations de défense des droits de l'homme et des milieux étudiants. Malgré une pétition citoyenne record signée par plus de 700 000 personnes, la commission des lois a décidé de la classer sans suite, sans lui accorder de débat spécifique. Ont exprimé un vote pour le classement, 30 députés pour l'examen, 21 et il n'y a pas d'abstention. Donc la pétition est ainsi classée. Je vous remercie et nous nous retrouverons en séance sur la proposition de loi cet après-midi. L'opposition à ce texte s'est traduite par plusieurs rassemblements, dont celui du 12 avril à Paris, où l'on pouvait entendre des slogans comme « Des sanctions contre Israël, pas contre nous ». Des intellectuels comme Étienne Balibar qualifient le texte de liberticide, de faute morale et d'erreur politique. La députée, à l'origine de la proposition de loi, a bien essayé de donner des gages, sans grand succès. Caroline Yadan, élue de la circonscription des Français établis hors de France qui couvre Israël, assure que le texte ne vise pas à interdire toute critique du gouvernement israélien ou à museler le soutien au peuple palestinien. Pourtant, ces déclarations sèment le doute. Depuis 15 ans, on tue des Juifs en France au nom de Gaza. Nier ce lien, c'est refuser de nommer ce qui frappe. À l'heure actuelle, LFI, le PS, les écologistes et même le MoDem, qui fait pourtant partie de la majorité présidentielle, ont fait entendre qu'ils allaient voter contre. Ce qui inquiète particulièrement à la France insoumise, c'est la formulation jugée trop vague du texte qui laisse trop de place à l'interprétation. Pour la première fois, le mot implicitement rentrerait dans le code pénal, ce qui créerait évidemment une insécurité juridique et un risque d'arbitraire. De même, c'est une menace pour la liberté de la presse et l'enseignement supérieur, puisqu'il inclut à la fois la minoration ou la banalisation des délits d'apologie du terrorisme, ce qui voudrait dire que chaque fois qu'un universitaire ou un journaliste mettrait du contexte ou pourrait expliquer ce qui est en train de se passer, eh bien, il pourrait tomber sous le coup de cette loi. Ce texte, présenté comme un bouclier contre la haine, est accusé par ses détracteurs d'être une arme de censure. Avec plus de 700 000 citoyens mobilisés et des fractures au sein même du camp central, la proposition de loi Yadan arrive à l'hémicycle dans un climat tendu. Derrière ce débat juridique se joue une question plus profonde. Comment lutter efficacement contre l'antisémitisme sans porter atteinte à la liberté d'expression et au droit de critiquer la politique d'un État? Un équilibre délicat que l'Assemblée va devoir trouver. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment. Merci, mille merci. Je te prie de liker, de commenter, de partager. Surtout, mon frère, donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi ton avis. Cela est important. Et mets un pouce bleu pour appuyer aux algorithmes de YouTube que nous travaillons et que vous nous suivez. Je te remercie d'être passé par ici. À plus.